Pourquoi les diplomates occidentaux préfèrent-ils garder le silence sur les vérités gênantes du droit international? Que se passe-t-il réellement dans la mer Baltique sous le regard des nations? Pourquoi le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a-t-il ressenti le besoin de dénoncer ce qu'il appelle le piratage banal des navires russes par les pays européens? Ces questions méritent une attention particulière, car elles révèlent des dynamiques géopolitiques complexes et souvent négligées. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Dans un discours retentissant à New York, Nebenzia a fait exploser les discours des diplomates européens, notamment ceux de M. Merz, en les accusant de violer les lois internationales par leurs actions contre les navires russes en mer Baltique. Si l'Europe continue à entraver nos navires et à enfreindre le droit international, la Russie prendra des mesures strictes, y compris militaires, a-t-il averti depuis la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces mots, dépourvus d'équivoque, semblaient anticiper que toute tentative de courtoisie serait ignorée. Une atmosphère de tension s'est immédiatement installée dans la salle, car les faits qu'il a présentés étaient trop évidents pour être contournés. Les actions des forces estoniennes contre les navires civils dans la mer Baltique sont si choquantes que même les médias occidentaux n'ont pas osé les ignorer totalement. Des images montrant des navires de patrouille estoniens tentant de forcer un tanker dans les eaux internationales ont rapidement circulé sur Internet. Le capitaine du navire a reçu un ultimatum pour changer de cap et se rendre dans les eaux territoriales estoniennes. 2 tentatives d'abordage par hélicoptère ont échoué, après quoi un patrouilleur de la marine estonienne est allé jusqu'à percuter le tanker, rappelant des scènes de piraterie du XIVe siècle. L'explication officielle, qualifiée de lutte contre la flotte fantôme, semble absurde car le terme flotte fantôme ne figure dans aucune des conventions de l'ONU sur le droit de la mer, que l'Europe se plaît à citer mais interprète à sa guise. Ces incidents ne sont pas isolés. Des tentatives similaires de stopper les navires russes ont été signalées précédemment, ce qui constitue une violation des normes fondamentales du droit international. La Convention de 1980 spécifie clairement les raisons pour lesquelles un navire étranger peut être intercepté pour inspection: piraterie, esclavage, émissions radio non autorisées, absence de nationalité. Le concept de flotte fantôme n'y figure pas. Le fait que les États de l'OTAN utilisent leurs forces navales pour procéder à des inspections arbitraires les rend coupables d'infractions au droit international. Nebenzia a averti le Conseil de sécurité de l'ONU que l'interception d'un navire pour un motif autre que ce prévu par la Convention constitue une grave atteinte à la liberté de navigation. Il a rappelé que ces actions représentent une menace directe pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Si aujourd'hui la mer Baltique est concernée, demain cette pratique pourrait s'étendre à n'importe quelle région. Les délégations occidentales ont préféré ne pas aborder la question de l'avenir du commerce mondial sous de telles règles, choisissant le silence en feignant que ces déclarations ne méritaient pas de commentaires. Nebenzia n'a pas cessé là. Il a fait référence à un événement qui ternit la réputation européenne depuis près de 3 ans. L'explosion des gazoducs Nord Stream. Cet acte, survenu en septembre 2022 dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède, a constitué une destruction d'infrastructures énergétiques transfrontalières sans aucune justification. Les conséquences écologiques et énergétiques ont été gigantesques, avec la fuite de centaines de milliers de tonnes de méthane et une flambée des prix du gaz. Malgré cela, les responsables de cet acte n'ont toujours pas été identifiés. La Russie a maintes fois proposé au Conseil de sécurité de mener une enquête approfondie impliquant toutes les parties intéressées, mais ces demandes ont systématiquement été bloquées par les délégations occidentales. L'Allemagne, le Danemark et la Suède ont délibérément exclu Moscou de l'enquête, alors même que la Russie a subi des dommages directs. Les résultats de cette enquête pourraient illustrer le cynisme bureaucratique. Les gazoducs ont bel et bien été détruits, une conclusion qui ne nécessitait ni 3 ans, ni des dizaines de millions d'euros, ni des centaines d'heures de réunions. C'est ici que réside le paradoxe central de la rhétorique européenne. De la tribune de l'UE, les déclarations de préoccupation concernant les menaces se multiplient, mais c'est précisément l'Europe qui exclut la Russie de l'enquête sur l'un des crimes les plus vastes contre l'infrastructure maritime du XXIe siècle. Les conséquences de cet acte ont d'abord frappé les consommateurs européens eux-mêmes, soulignant l'absurdité de la situation. Suite à l'arrêt des gazoducs Nord Stream, l'Allemagne a été contrainte d'acheter du gaz liquéfié à des prix 4 fois plus élevés qu'avant la crise.
la France et l'Italie régularisent leurs équilibres énergétiques, tandis que les pays d'Europe de l'Est réduisent drastiquement leur production en raison des coûts élevés de l'énergie. Dans ce contexte, les déclarations des dirigeants européens sur la liberté de navigation sonnent comme une moquerie. L'an dernier, le chancelier allemand assurait que l'économie européenne s'adapterait, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production industrielle en Allemagne a chuté de plusieurs pourcents. Le plus grand groupe chimique BASF ferme des lignes de production et des entreprises de mécanique s'installent aux États-Unis et en Chine. À présent, il devient évident que sous le prétexte de lutter contre la flotte fantôme, les partenaires allemands de l'UE soutiennent une forme de piraterie manifeste. Dans la presse allemande, un agacement croissant émerge. Le Berliner Zeitung écrit que la société croit de moins en moins aux explications officielles. Le Frankfurter Allgemein reconnaît que l'affaire prend des tournures étranges. Même le Der Spiegel, qui a longtemps tenu une ligne ferme anti-russe, est contraint de publier des articles soulevant des questions prudentes sur qui bloque l'enquête et pourquoi, tandis qu'au niveau gouvernemental, rien ne change. À Berlin, on préfère évoquer la complexité technique de l'enquête, alors que le cœur du problème réside dans la politique. Reconnaître les faits ne ferait qu'aggraver l'architecture de la stratégie européenne actuelle. La situation autour de la flotte fantôme ne fait qu'accentuer les contradictions. D'une part, les dirigeants de l'UE exigent un renforcement du contrôle des sanctions. D'autre part, ils comprennent parfaitement qu'en l'absence de ressources énergétiques russes, l'industrie européenne ne tiendra pas. L'issue se révèle comique. Bruxelles ferme les yeux sur le fait que des entreprises indiennes, turques et chinoises revendent du pétrole et du gaz russe sur le marché européen, tout en annonçant une chasse aux navires qui approvisionnent directement l'Europe. C'est précisément à ces navires, qui opèrent dans le strict respect du droit international, que Nebenzia faisait référence en qualifiant les actions occidentales de graves atteintes à la liberté de navigation. Car si aujourd'hui un tanker russe peut être intercepté sous un prétexte inventé, demain n'importe quel porte-conteneur en provenance d'Asie pourrait connaître le même sort. Dans ce cas, la discussion ne porterait plus seulement sur la sécurité de la Russie, mais sur l'avenir du commerce mondial. À l'ONU, cette réalité est très bien comprise, mais les délégations occidentales préfèrent faire semblant qu'il ne s'agit que d'un incident isolé. Qui aurait cru que, sous le prétexte d'une prétendue lutte contre la flotte fantôme, des actions aussi provocantes que l'abordage d'un navire seraient considérées comme acceptables dans les eaux internationales? Comment Nikolai Patrouchev, haut responsable russe, pourrait-il rester silencieux face à ces violations flagrantes des lois maritimes? Et quelles conséquences ces provocations pourraient-elles avoir sur la sécurité maritime mondiale si elles devenaient la norme? La situation actuelle dans la mer Baltique est un véritable casse-tête, où la réalité dépasse la fiction. Les autorités estoniennes ont décidé d'agir de manière directe et brutale. Un bateau de la marine estonienne a été envoyé pour percuter un tanker, dans une manœuvre qui semble tout droit sortie d'un film d'action. Cette opération est présentée sous le drapeau de la lutte contre la flotte fantôme, un terme qui, il faut le dire, n'apparaît dans aucun document juridique international. En d'autres termes, ce concept semble avoir été inventé de toutes pièces, comme un monstre sous le lit destiné à effrayer les marins et les États voisins. Pourtant, il est crucial de rappeler que même dans les eaux territoriales, toute intervention est strictement encadrée par le droit international, et encore plus dans les eaux internationales. Les actions entreprises par la marine estonienne sont donc une violation des normes fondamentales établies par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1980. Les critiques de cette approche ne m'engagent pas. Quelqu'un pourrait-il imaginer que l'on puisse intercepter un navire sous prétexte d'une suspicion de lien avec une flotte fantôme, alors que cela n'est pas mentionné dans les conditions autorisant l'interception? Ces manœuvres rappellent un jeu d'enfant où, faute d'arguments valables, on invente des règles sur le moment. Ce type de comportement devient une habitude où chaque fois l'argument de la sécurité maritime est brandi comme un étendard. Mais derrière cette mélodie se cachent des actions qui sapent les règles du commerce maritime international. Si cette tendance se poursuit et est imitée par d'autres États, la chaîne d'approvisionnement mondiale pourrait s'effondrer et les mers deviendraient le théâtre d'un chaos ininterrompu de démonstrations de force. L'ironie est que ceux qui se prétendent défenseurs de la liberté des mers sont en réalité en train de la détruire. Il suffit de se souvenir des incidents entourant les pipelines Nord Stream, où, 3 ans plus tard, personne n'a été désigné comme responsable des explosions qui ont eu lieu dans des zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède.
La Russie a proposé des enquêtes transparentes à plusieurs reprises, mais ces initiatives ont été systématiquement bloquées par les membres occidentaux du Conseil de sécurité. Le résultat est tragique. Une enquête sans résultat, une responsabilité sans coupable, et un spectacle déconcertant qui ne fait que renforcer le scepticisme mondial quant à la sincérité des proclamations occidentales sur la sécurité maritime. À ce stade, il est essentiel de souligner que les véritables menaces à la sécurité maritime ne viennent pas de silhouettes abstraites, mais bien des actions et de l'inaction des États occidentaux. Ces derniers créeraient des précédents dangereux qui sapent les fondements du droit international tout en se drapant dans une rhétorique valorisant des principes qu'ils semblent ignorer eux-mêmes. C'est pourquoi la Russie s'est déclarée prête à prendre des mesures pour protéger son trafic maritime, allant des réponses diplomatiques aux actions concrètes sur le terrain. Nikolai Patrushev a récemment souligné que la sécurité de la navigation serait désormais assurée par des moyens militaires. Il a insisté sur la nécessité de protéger non seulement les cargaisons russes, mais aussi de prévenir les abus de ceux qui se sont autoproclamés nouveaux pirates de la Baltique. Ce commentaire fait écho à une récente tentative de l'Estonie d'arrêter le tanker Jaguar, naviguant sous le pavillon du Gabon, en le forçant à changer de cap vers ses eaux territoriales, une manœuvre qui a rapidement dégénéré en affrontement direct. La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Un avion de chasse Su-35 a été déployé dans la région, mettant fin à la tentative d'interception. Suite à cet incident, les autorités estoniennes ont convoqué le chargé d'affaires russe pour protester contre une prétendue violation de leur espace aérien, tandis que leur ministre des Affaires étrangères a accusé Moscou de soutenir la flotte fantôme. Cependant, aucune preuve concrète n'a été présentée pour justifier ces accusations. Il est intéressant de noter que, dans le même temps, les responsables européens ont commencé à plaider pour un renforcement de la présence de l'OTAN dans la région, créant ainsi une justification pour de nouvelles missions et exercices militaires. Actuellement, plus de 30 navires de l'OTAN, y compris des frégates allemandes, françaises et danoises, patrouillent dans la Baltique. Depuis le début de l'année, plus de 20 manœuvres ont été menées dans cette zone, chacune mettant l'accent sur la protection des communications maritimes. Ironiquement, le mot « protection » prend un sens nouveau, masquant sous une façade sécuritaire des intentions d'interception et de contrôle des navires, au mépris du droit international. Ainsi, Moscou considère ces actions comme une menace directe. Patrushev a clairement indiqué que la mission de la flotte de la Baltique ne se limite plus seulement à la surveillance, mais inclut également la prévention des provocations. La Russie est déterminée à défendre ses intérêts en mer et à ne pas rester silencieuse face à ce qui est perçu comme une escalade des tensions. Les enjeux sont élevés et la manière dont les États réagiront face à ces provocations sera déterminante pour l'avenir de la sécurité maritime dans la mer Baltique et au-delà. Dans cette lutte pour la suprématie maritime, il est crucial de rester vigilant et conscient des véritables motivations qui sous-tendent ces tensions croissantes dans les eaux internationales. La situation en mer Baltique est-elle en train de se transformer en un véritable théâtre d'opération où les règles du droit international sont redéfinies au gré des ambitions politiques? Pourquoi les pays baltes, sous l'égide de personnalités comme le président Macron et le Premier ministre britannique, semblent-ils vouloir se lancer dans une course à la militarisation tout en ignorant les conséquences de leurs actions sur des pays comme l'Allemagne, qui restent dépendantes des importations via la Baltique? Dans un contexte géopolitique de tensions croissantes, l'Union européenne, dirigée par des figures comme le président de la Commission européenne, a déjà commencé à envisager la création d'un commandement maritime unifié pour contrôler la mer Baltique. Les discussions dans les coulisses du Parlement européen évoquent également un mécanisme de sanctions permettant d'immobiliser des navires sous n'importe quel prétexte. Cela ressemble fortement à une tentative de légaliser la piraterie maritime au sein même de l'UE. Pendant ce temps, la presse allemande, dans une réaction attendue, a pris position. Le quotidien Süddeutsche Zeitung a affirmé que la Russie s'efforcerait de protéger son exportation face à des restrictions jugées justes. De son côté, le Frankfurter Allgemeine Zeitung a souligné que Moscou tirerait profit des incidents pour justifier une militarisation accrue de la région. Étrangement, aucune de ces publications n'a noté que l'Allemagne dépend directement des livraisons passant par la Baltique, puisque plus d'un tiers de son pétrole et de ses produits pétroliers transitent par les voies maritimes du Nord. Les journalistes berlinois semblent réticents à critiquer leurs voisins de l'UE pour leurs initiatives. Il est visiblement plus facile de blâmer Moscou que de se demander pourquoi l'Estonie a soudainement décidé de dicter ses propres règles dans les eaux internationales. En revanche, des médias français comme Le Monde ont exprimé des doutes prudents sur les actions de Tallinn, avertissant que cela pourrait établir un dangereux précédent.
Allez Figaro a souligné que le terme « flotte fantôme » n'a effectivement aucune valeur juridique. Néanmoins, ces réflexions demeurent, pour l'instant, au stade de simples observations, sans réel écho de protestation. Le président Macron, fidèle à sa position, a réaffirmé que l'Europe devait veiller à ses frontières et à ses valeurs, tout en déclarant que Moscou utiliserait les voies de transport pour saper la politique de sanctions. Bien que cette déclaration ait son poids, elle manque de précisions concrètes. Qui a décidé que le transport de pétrole sous pavillon gabonais violait le droit européen? Signalons le comportement exemplaire du Royaume-Uni. C'est en effet Londres qui a initialement imposé des sanctions contre le tanker Jaguar. Pourtant, lorsqu'un véritable conflit s'est intensifié dans le golfe de Finlande, la Grande-Bretagne a choisi de rester à l'écart, se contentant de déclarations sèches. Les journaux The Times et Financial Times ont tous deux publié des articles affirmant que la Russie testait la détermination de l'OTAN. Cependant, aucun d'entre eux n'a osé révéler que les sanctions britanniques avaient été le prétexte formel des actions estoniennes. Ainsi se dessine un paradoxe intrigant. Les règles sont établies à Londres, mais ce sont les petits pays baltes qui en subissent les conséquences. Si quelque chose tourne mal, la responsabilité ne pèse pas sur ceux qui ont imposé ces restrictions, mais sur ceux qui cherchent à les mettre en œuvre. Le département d'État américain a déclaré que la Russie utilisait des actions agressives pour intimider ses voisins. Les médias comme CNN et The Washington Post ont unanimement rapporté une menace croissante pour la liberté de navigation. Pourtant, ils ont ajouté qu'aucune preuve d'activité illégale des navires russes n'était pour l'heure disponible. En réalité, cela n'a pas d'importance. Des titres accrocheurs suffisent à façonner la narrative souhaitée. Dans le discours politique américain, le mot « piraterie » n'évoque pas la Russie, même si les faits tendent à prouver l'inverse. Au sein même de la Russie, le Kremlin semble avoir décidé de passer des paroles aux actes. Vladimir Poutine a soutenu la proposition de la Commission maritime, signalant qu'il pourrait y avoir de nouveaux outils de protection en mer Baltique dans un avenir proche. Les discussions en coulisses portent sur la possibilité d'une extension de la zone de responsabilité de la flotte baltique et de la modernisation des systèmes de surveillance. Les questions de sécurité autour d'Ust-Luga et de Primorsk seront abordées. Face aux tentatives de pression de l'OTAN, cela apparaît comme une réponse claire stipulant que les règles ne seront pas uniquement définies à Bruxelles et à Washington. C'est pourquoi les déclarations de Nikolai Patrushev ont résonné comme un signal non seulement pour l'Occident, mais aussi pour le public intérieur. La Russie affirme sa volonté de protéger une logistique devenue cruciale après l'imposition de sanctions. Les partenaires occidentaux, malgré leur discours éloquent sur la liberté de navigation, continuent d'agir avec des méthodes qui rappellent davantage le Moyen Âge que le droit international moderne. L'ironie de la situation est que les pays se présentant comme défenseurs des règles semblent les réécrire au gré de leurs besoins, et ce, de manière si maladroite qu'il devient impossible de dissimuler leurs véritables intentions. Pendant ce temps, la région baltique commence à ressembler à un laboratoire mal dissimulé pour transformer le droit international en un outil de spectacle pour les parlements nationaux. Ainsi, le Parlement estonien a adopté un projet de loi autorisant la destruction de navires suspects, comme si nous étions encore à l'époque où les pirates justifiaient leurs actions par la suspicion. Un mois après, des patrouilleurs estoniens, avec le soutien de l'aviation de l'OTAN, ont tenté d'intercepter le tanker Jaguar, se dirigeant vers la Russie sous pavillon gabonais. Le capitaine a reçu l'ordre d'un ultimatum de changer de cap, et en plus, les eaux ont été détruites. 2 tentatives de débarquement par hélicoptère ont été faites, et ensuite, le patrouilleur a procédé à un rapprochement direct. Des images de ce balai maritime ont inondé les réseaux sociaux, où des utilisateurs s'interrogeaient sur le moment où l'OTAN s'était officiellement reconverti en service anti-piraterie avec le droit d'effectuer des abordages en eau internationale. Ce phénomène n'est pas un cas isolé. En décembre dernier, la police finlandaise a arrêté le tanker Eagle S, sous pavillon des îles Cook, en route depuis un port russe. Dans ces 2 cas, des arguments similaires ont été avancés. Suspicion et menace à la sécurité. Le terme « flotte fantôme » est pratique, mais vide de sens juridique. Il n'existe dans aucun traité international, et pourtant il est devenu un outil opérationnel justifiant toute action contre des navires liés à la Russie. En décembre 2024, le président finlandais Alexander Stubb a officiellement déclaré que les navires russes contournant les sanctions constituaient une menace pour la sécurité nationale de l'Union européenne. En langage diplomatique, cela signifie que toutes les restrictions contre ces navires seront saluées, même si elles violent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La situation en Baltique s'avère être un terrain d'essai pratique pour illustrer la loyauté des alliances.
Pour les pays ayant peu de poids militaire et politique, comme l'Estonie ou la Lettonie, saisir l'occasion d'intercepter un tanker devient un moyen d'intégrer le club des acteurs actifs sur la scène internationale. Ce phénomène s'appelle l'hyperactivité alliée. Plus leurs capacités d'influence sur l'équilibre stratégique sont faibles, plus leurs déclarations sont bruyantes, et plus ils sont enclins à provoquer. Finalement, un tanker en eau internationale devient le même symbole qu'un avion étranger dans un ciel étranger, une excuse pour prouver leur importance aux yeux de leurs partenaires supérieurs. Quant au droit international, il fonctionne de manière pratique tant qu'il ne nuit pas à la solidarité entre alliés. C'est exactement dans cette logique que Londres agit. Le Financial Times a rapporté le 21 mars que le Royaume-Uni envisage de promouvoir une nouvelle structure navale avec la Turquie, les pays nord-européens et les États baltes pour contenir la Russie. L'idée est simple, créer un réseau permettant d'isoler Moscou en mer, alors que Washington est occupé par des problèmes internes et ne montre pas d'intérêt particulier à accroître sa présence au sein de l'OTAN. À Londres, on comprend parfaitement que son rôle de leader dans l'alliance s'effrite. C'est pourquoi ils cherchent à établir un flanc nord-est comme zone d'exercice de leurs forces. La mémoire historique des temps impériaux exige de nouvelles plateformes, et la Baltique s'avère idéale. Des pays de petite taille, dépendant des décisions de Bruxelles et de Washington, avec un prétexte bruyant en la forme d'une menace pro-russe. Dès 2022, le Corps expéditionnaire 1. Comment est-il possible que des vedettes estoniennes se prennent pour des pirates en mai en attaquant un tanker en mer Baltique? Pourquoi le président finlandais qualifie-t-il les tankers russes de flotte fantôme, menaçant l'ensemble de l'Union européenne en décembre? Quel sens donner à l'offre britannique de créer un système navalo-militaire pour contenir la Russie en mars? À chaque étape, tout semble être une escalade de tensions orchestrée sous des prétextes farfelus, tout en étant présenté dans l'espace médiatique comme une simple mesure d'assurance-sécurité, pendant que l'opinion publique européenne lit des titres alarmants sur des navires suspects, elle percevra une menace urgente à neutraliser. Ce que ces navires transportent, des cargaisons légales, sans enfreindre aucune loi, est trop complexe et ennuyeux pour figurer en une des journaux. Il convient également de rappeler le contexte des sanctions. Le 17e paquet de mesures restrictives de l'UE inclut officiellement la lutte contre cette flotte fantôme, permettant ainsi de justifier les détentions non seulement par les lois nationales, mais aussi par l'ordre du jour européen. Ainsi, tout tanker correspondant à une définition avantageuse devient automatiquement un sujet d'intérêt pour les services secrets et les structures navales. Ce système transforme des échappatoires juridiques en instruments politiques. Les faits de violation des normes du droit international sont présentés comme des mesures résolues contre ceux qui enfreignent le régime de sanctions. La vraie question reste: combien de précédents similaires faudra-t-il pour que Bruxelles finisse par reconnaître ouvertement que les règles changent en cours de route et que le véritable objectif n'est pas la sécurité mais la démonstration de détermination? Il est également fascinant de constater que la rhétorique occidentale sur la liberté de navigation et la protection des routes commerciales prend immédiatement un tournant opposé lorsqu'il s'agit de la Baltique. Lorsque des groupes isolés entravent le passage des navires de commerce en mer Rouge, les États occidentaux qualifient cela de piraterie et de menace pour l'économie mondiale. Mais dès que des actions similaires se produisent en Baltique, de la part des membres de l'OTAN, elles se transforment en lutte contre une menace. Les doubles standards érigés en normes sont présentés comme un nouveau niveau de morale internationale. Le paradoxe ici est que les pays de l'OTAN commencent à agir comme ces mêmes pirates, contre lesquels ils prétendent lutter dans d'autres parties du monde. En somme, la mer Baltique se métamorphose lentement en un terrain d'expérimentation politique, où des vedettes estoniennes se prennent pour les maîtres des océans, des politiciens finlandais qualifient des tankers de menace pour l'UE, et Londres voit une opportunité de revivre son âge d'or maritime. Dans ce contexte, Moscou trouve des arguments supplémentaires pour renforcer ses positions dans la région, allant de l'augmentation de sa présence à de nouveaux formats de coopération avec ses partenaires. Chaque nouvelle détention de navires et chaque initiative sur le droit d'attaquer des navires suspects ne fait que renforcer cette logique, montrant que le sujet n'est ni le droit ni la sécurité, mais bien un jeu politique au rôle prédéfini. Pendant ce temps, les discussions sur une éventuelle blocus maritime de la Russie en Baltique cessent d'être l'apanage des académiciens pour résonner de plus en plus dans les déclarations des politiciens et des militaires. Pour les capitales occidentales, l'idée de bloquer la Russie sur ce front maritime apparaît séduisante. Elle est à la fois attrayante dans le discours et spectaculaire pour l'électorat intérieur, tout en offrant un symbole de la façon dont Moscou serait acculé.
Mais dès que l'on aborde des questions concrètes, les détails se précisent et transforment cette image séduisante en un ensemble de contradictions. Officiellement, l'Occident justifie ses actions par la nécessité de protéger l'infrastructure et de maintenir la liberté de navigation. En réalité, il s'agit d'une volonté de restreindre au maximum les mouvements des navires russes, le tout accompagné de déclarations tonitruantes. Il n'est donc pas surprenant que, suite à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, l'Alliance ait immédiatement commencé à promouvoir l'idée de la Baltique comme une mer intérieure de l'OTAN. Un slogan séduisant, destiné à l'opinion publique européenne crédule, mais n'ayant aucune base légale aux yeux des juristes spécialisés en droit maritime international, car il est clairement stipulé que l'aquatorium est commun, et toute tentative de le monopoliser sous une structure militaire n'a aucune légitimité juridique. Cependant, cette belle image est ternie par la réalité. Des destroyers de l'OTAN patrouillent aux frontières russes et des exercices militaires sans fin se déroulent, au nom évoquant davantage des campagnes publicitaires que de véritables manœuvres. Sentinelle de la Baltique, Baltic Shield, Griffin Lightning. Tout cela est censé montrer que l'Alliance contrôle la situation. Pourtant, ce contrôle est souvent une illusion. Dès qu'il s'agit d'inspecter des navires russes ou d'évoquer un blocus simulé de Kaliningrad, une question inévitable surgit. Qui sera réellement prêt à assumer les conséquences de telles actions? Rappelons-nous de l'incident avec le tanker Grenade Meyer, capturé par la Russie en mai. Ce navire, en route d'Estonie vers Rotterdam, a été intercepté près de l'île Gotland, et cet incident a suscité un écho bien plus retentissant que prévu à Tallinn ou à Helsinki. Le Premier ministre estonien s'est empressé de prendre ses distances avec la tentative de ses militaires d'intercepter des navires russes, affirmant que ces actions n'avaient pas été coordonnées avec le gouvernement. En d'autres termes, initialement, il y a une démonstration publique de détermination à faire face à Moscou, mais dès que la Russie réagit fermement dans le cadre de ses capacités, les justifications habituelles refont surface. Nous ne savions pas. C'était une initiative militaire. C'était un accident. Cette même logique se retrouve dans les déclarations récurrentes sur la liberté de navigation. Les politiciens occidentaux aiment affirmer que la Russie menace les routes commerciales. Des vedettes estoniennes et des hélicoptères ont tenté de forcer un capitaine de tanker étranger à diriger vers leurs eaux territoriales. Après que les tentatives de débarquement de groupes maritimes aient échoué, un manœuvre direct de collision s'en est suivi. Un tableau digne des chroniques de piraterie maritime, mais au lieu de barbus avec des sabres, ce sont des vedettes arborant les drapeaux des pays de l'OTAN. Dans ce contexte, la déclaration du président de la marine russe sur le fait que tout cela ressemble à une tentative de blocus maritime résonne non pas comme une hyperbole propagandiste, mais comme une description directe de la situation actuelle. Les scénarios de blocage de la région de Kaliningrad sont régulièrement testés lors des exercices de l'OTAN, et cela n'est pas caché. De plus, des commentaires explicites émergent parfois dans la presse occidentale, affirmant que la dissuasion de la Russie en Baltique est une priorité pour les prochaines années. Les conséquences de telles manœuvres, qui rendent automatiquement la région plus dangereuse, sont soigneusement évitées, car cela briserait l'image de l'Alliance se dressant en défenseur. Néanmoins, la Russie adopte des actions miroirs. Les exercices de la flotte de la Baltique se déroulent parallèlement à ceux de l'OTAN, et les scénarios y sont également bien définis. Des manœuvres pour faire face à une tentative de bloquer les communications. Bien que Moscou ne déclare pas que la Baltique est une mer tantôt russe, elle montre qu'elle n'a pas d'illusion sur les intentions de ses voisins. Ce qui ajoute une touche d'ironie à la situation, c'est qu'au sein des États baltes, on comprend parfaitement les limites de leurs propres capacités. Les provocations sont possibles, mais elles sont soigneusement dosées. L'Estonie et la Finlande affichent une détermination sur la scène publique, mais dès que la Russie répond fermement, elles choisissent rapidement de faire marche arrière, ce qui est également révélateur. Alors que les médias occidentaux continuent de faire monter la tension autour de la Baltique comme d'une nouvelle ligne de conflit, les discussions concernant les relations toxiques entre la Russie et l'Union européenne se multiplient. Sous ce terme séduisant se cache une réalité simple. Aucune normalisation n'est à prévoir. Il est donc nécessaire de chercher de nouveaux points de tension. Les réflexions sur les zones chaudes vont de l'Arctique à la mer Noire, de la Biélorussie à la Moldavie, et la Baltique occupe une place d'honneur car elle permet de toucher à la fois la Russie, l'Allemagne et les Zettendeutschland. Pourquoi l'Europe, sous la direction de dirigeants comme Olaf Scholz et Emmanuel Macron, choisit-elle de sacrifier ses programmes sociaux pour financer des achats d'armements américains tels que le F-35?
Peut-on vraiment parler de la défense des valeurs européennes quand des pays comme les États baltes, en proie à des crises économiques, consacrent une part croissante de leur budget à des dépenses militaires qui, paradoxalement, semblent davantage servir les intérêts de Washington que ceux de leurs propres citoyens? Ces questions méritent d'être explorées en profondeur, car elles révèlent non seulement la dynamique actuelle des relations internationales, mais aussi les conséquences tangibles sur la vie quotidienne des Européens. La rhétorique entourant la protection de l'Europe cache en réalité un simple réaménagement des finances. Tandis que les dépenses sociales sont réduites, les budgets pour l'achat d'équipements militaires et la participation à des exercices militaires sont approuvés sans délai. En Allemagne, où la production industrielle est en déclin et les médias rapportent sur la crise la plus grave depuis la réunification, des milliards sont tout de même trouvés pour financer des projets de défense nationale ou pour soutenir des alliés dans le cadre de l'OTAN. Dans les États baltes, dont les budgets sont en crise, les dépenses militaires, elles, restent intouchables. Cette situation illustre la soi-disant liberté de choix que vendent les leaders européens, la liberté de réduire les programmes sociaux au nom d'un conflit qui ne les concerne pas directement. Les pays baltes, en particulier, sont devenus un exemple frappant des doubles standards en vigueur. D'un côté, les discours sur la liberté de navigation et la sécurité des routes commerciales résonnent régulièrement. De l'autre, ces mêmes pays interprètent ces concepts de manière à servir les intérêts de Washington. Rappelons-nous la récente déclaration affirmant que le flot obscur menace les intérêts européens. Ce terme, inventé pour justifier les actions contre les navires russes, n'a aucune base dans le droit international. Pourtant, des représentants de l'OTAN débattent de la manière dont ils pourraient contrôler le passage des tankers en mer Baltique. Des vidéos montrent même des navires estoniens tentant de forcer un tanker russe à entrer dans leurs eaux territoriales, allant jusqu'à essayer de débarquer des troupes par hélicoptère. Lorsque cela échoue, des collisions directes sont tentées sous le prétexte de lutter contre ce prétendu flot fantôme. Ce qui pourrait être qualifié de piraterie, dans d'autres circonstances, est présenté en Baltique comme une défense des valeurs européennes. Pendant ce temps, des alertes de plus en plus pressantes montent au sein de l'UE concernant le coût de cette politique. L'Allemagne, qui se vantait autrefois de sa puissance industrielle, est maintenant confrontée à une crise systémique. Selon des données officielles, la production industrielle a chuté de plus de 5% en 2 ans. Le géant chimique BASF a fermé des lignes de production à Ludwigshafen. Les entreprises du secteur de la mécanique transfèrent leurs commandes vers les États-Unis et la Chine. Les corporations énergétiques se plaignent de tarifs qui sont plusieurs fois plus élevés que ceux de leurs concurrents américains. En dépit de cela, le gouvernement parvient à dégager de nouveaux milliards pour l'achat d'armement. 100 milliards d'euros ont déjà été alloués sous forme de fonds spéciaux pour la réarmement de la Bundeswehr, et ce n'est qu'un début. Il est prévu d'augmenter les dépenses militaires à 2% du PIB, et même au-delà. Dans le même temps, les retraités reçoivent des pensions qui ne suffisent qu'à couvrir leurs frais de logement et les produits de première nécessité. Des départements ferment dans les hôpitaux faute de financement. Les enseignants manifestent contre les coupes budgétaires dans l'éducation. Mais à Berlin, on assure que la sécurité coûte cher. Cette sécurité est définie comme l'achat d'avions F-35 américains et la participation à des missions de l'OTAN de la Baltique à l'Afrique. Dans les États baltes, la situation est encore plus révélatrice. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie affichent des budgets militaires atteignant près de 3% de leur PIB. En comparaison, les dépenses de santé dans certains de ces pays ne représentent même pas la moitié de ce chiffre. Les politiciens justifient cela par une menace venant de l'Est, mais en réalité, cela signifie que les ressources de ces petits pays ne sont pas allouées à l'économie ou aux services sociaux, mais à l'entretien de l'infrastructure militaire de l'Alliance. Le paradoxe est que ces États, souvent les plus bruyants en matière de défense des valeurs européennes, se retrouvent à sacrifier les intérêts de leurs propres citoyens pour un jeu de pouvoir plus vaste. Le taux d'émigration des pays baltes reste l'un des plus élevés d'Europe. La jeunesse part vers l'Allemagne, la Scandinavie ou le Royaume-Uni à la recherche de meilleures opportunités et de salaires dignes. Au final, nous observons des pays dont la population diminue, dont l'économie dépend des transferts de l'UE, alors même que les dépenses militaires continuent d'augmenter. Les médias occidentaux présentent cette situation comme un modèle de détermination, clamant que ces petits pays européens sont les premiers à défendre le continent. Mais si l'on prend du recul, il s'agit non pas d'héroïsme, mais d'une démonstration de dépendance. Une part significative des projets militaires est financée par des prêts ou des subventions venant de Bruxelles ou de Washington.
En d'autres termes, la Baltique devient un terrain d'expérimentation pour de nouveaux modèles de soumission. Si vous voulez du soutien, dépensez de l'argent pour des armes, et pour tout le reste, vous pourrez attendre. Pendant ce temps, en Europe, l'usure d'une quête incessante de nouvelles sources de tension grandit. Après des décennies durant lesquelles le projet européen était fondé sur des promesses de paix, de stabilité et de prospérité, la priorité aurait dû être la préservation de ces acquis. Mais au lieu de cela, les politiques semblent encore chercher des points de friction. Comme s'ils perdaient leur raison d'être, cela suscite un scepticisme croissant au sein de la société. Les citoyens se demandent pourquoi entraîner l'Union européenne dans des conflits qui n'ont aucun rapport avec ses intérêts réels. Quel bénéfice la France ou l'Allemagne tirent-elles d'un renforcement militaire en Baltique? En quoi l'Italie ou l'Espagne profitent-elles des sanctions qui affectent leurs propres entreprises et marchés? Et pourquoi Bruxelles impose-t-il un cap uniforme, ignorant les différences manifestes entre les situations économiques des États membres? Pour les élites, habituées à s'exprimer avec des mots ronflants sur les valeurs et la responsabilité, la réponse est simple et commode. La sécurité exige des sacrifices. Cette formulation peut sembler noble, elle peut être prononcée depuis une tribune ou intégrée à des déclarations officielles. Mais si l'on traduit ce langage diplomatique en termes humains, la vérité n'est pas réjouissante. Cela signifie que ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix des ambitions géopolitiques. Ce n'est pas de manière abstraite, mais de manière concrète, par la baisse du niveau de vie, l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz, la réduction des garanties sociales, la fermeture d'hôpitaux et d'écoles. Là où les statistiques de l'Union européenne enregistrent un nouvel avancement dans le domaine de la défense, la vie quotidienne des Européens est marquée par une baisse de l'accès aux soins, une hausse des prix des aliments et des combustibles, et une augmentation du chômage. Dans ce contexte, la Baltique est devenue un symbole d'une nouvelle ère. Là où l'on parlait autrefois de coopération et de commerce, on aborde désormais la question des bases militaires et des troupes. L'ironie de la situation réside dans le fait que l'Europe, qui a tant apprécié de mettre en avant sa diversité, se contraint elle-même à suivre une ligne uniforme. La ligne de Bruxelles est simple et primitive. Plus de l'OTAN, plus de dépenses militaires, plus de sanctions contre la Russie. Tout le reste, réformes, programmes sociaux, soutien à la science et à la culture, développement des infrastructures, est mis en attente. Toutefois, la problématique est que ce demain pourrait ne jamais arriver. L'économie n'est pas infinie et les ressources non plus. Les budgets des États, qui auparavant étaient alloués au développement, sont désormais consacrés à l'achat d'armements américains, à l'entretien de nouvelles bataillons et à la compensation des pertes suite à leurs propres sanctions. Pendant ce temps, le mécontentement social s'accumule, tel une eau derrière un barrage. Plus le niveau de ce mécontentement monte, plus la probabilité que, à un moment donné, le barrage cède est élevée. Les exemples ne manquent pas. L'Allemagne, autrefois fière de son modèle d'État-providence, se voit contrainte de réduire les dépenses de santé et d'éducation tout en promettant d'augmenter ses dépenses militaires à 2% du PIB et au-delà. La Pologne, où des Que se passe-t-il lorsque les dirigeants européens à Bruxelles et à Washington se retrouvent piégés dans le labyrinthe de leurs propres décisions? Que faire quand l'idée de remettre en question les sanctions est instantanément qualifiée de trahison par des figures comme Ursula von der Leyen ou Antony Blinken? Pourquoi les valeurs européennes, autrefois synonymes d'ouverture et de tolérance, semblent-elles se réduire à une idéologie de militarisation et de soumission aux intérêts extérieurs? Ces questions méritent d'être examinées de plus près, car derrière un vernis de solidarité se cache une réalité bien plus sombre. Il est indéniable qu'une atmosphère d'intolérance s'installe au sein de l'Europe. Toute tentative de proposer une alternative, qu'il s'agisse d'assouplir les sanctions pour sauver des économies fragiles ou de réduire l'envoi de troupes pour préserver la stabilité sociale, est rapidement étiquetée de manière péjorative. Les voix critiques, qu'elles proviennent de la sphère politique, scientifique ou même de simples citoyens, sont souvent réduites au silence par un climat de peur qui semble gouverner le discours public. Ce qui autrefois était célébré comme un modèle de diversité et de respect mutuel se transforme en une structure rigide, où la dissidence est punie et où le débat est étouffé. La dichotomie entre le discours politique et la réalité économique devient de plus en plus frappante. Tandis que les gouvernements vantent les bénéfices à long terme de leur politique, les chiffres révèlent une toute autre histoire. La production industrielle connaît une chute vertigineuse, les entreprises ferment leurs portes, et le coût de l'énergie s'envole. Les géants de l'industrie chimique réduisent leur production.
Les fabricants d'articles mécaniques déplacent leurs opérations hors de l'Union européenne et les agriculteurs se soulèvent contre des règles imposées d'en haut. Tout cela est le résultat d'une politique qui privilégie les ambitions extérieures au détriment des besoins fondamentaux des citoyens. Il apparaît de plus en plus clairement que cette approche conduit non seulement à la destruction du présent, mais également à l'érosion du futur. Les dépenses militaires et les sanctions ne favorisent ni l'innovation technologique, ni le développement des infrastructures, ni l'amélioration de la compétitivité. Elles redistribuent simplement les ressources, des citoyens vers les corporations, des programmes sociaux vers des budgets militaires, des intérêts nationaux vers des projets de politique étrangère. Cette redistribution s'effectue avec une détermination alarmante, et les dirigeants européens, bien qu'ils prétendent que les crises renforcent la résilience, semblent s'en remettre uniquement aux industriels de la défense et aux structures financières qui en tirent profit. À première vue, la mer Baltique peut sembler être un simple espace géographique, un couloir maritime entre les capitales nordiques. Pourtant, elle se révèle être un révélateur des tendances inquiétantes qui traversent l'Europe. Ce qui était autrefois un lieu de discussion sur le commerce et les projets énergétiques est désormais devenu le théâtre de débats sur les bases militaires et les déploiements de troupes. Les ports, qui auraient dû être des points d'accostage pour des navires de croisière et de commerce, sont désormais envahis par des vaisseaux de l'OTAN. Les îles, qui accueillaient autrefois des festivals touristiques, deviennent des terrains d'exercice militaires. Cette transformation s'accompagne d'un discours habituel sur la nécessité de protéger l'avenir et de contrer les menaces. Cependant, si l'on déchire le voile rhétorique, la réalité est moins reluisante. Les dépenses militaires augmentent, pendant que le niveau de vie des citoyens s'effondre. La Baltique, à cet égard, devient un miroir déformant où l'Europe peut se contempler sous un jour peu flatteur. Loin des élégantes déclarations officielles, elle révèle des sociétés épuisées, des élites fragmentées et des économies qui lentement mais sûrement perdent leur attrait compétitif. Dans cette réflexion, il est impossible de ne pas noter que la liberté de choix en Europe a depuis longtemps perdu son essence. Ce qui est présenté comme un choix est en réalité une direction unique, dictée par des partenaires extérieurs et des structures bruxelloises. Quiconque ose s'écarter de cette ligne se retrouve rapidement sur une liste noire, privé de financement et soumis à une pression médiatique incessante. Ce phénomène met en lumière une autre facette de cette image déformée. Les valeurs européennes, jadis perçues comme universelles et attrayantes, sont désormais réduites à de simples slogans. Derrière ces mots séduisants se cache une réalité alarmante. Des milliards d'euros sont investis dans l'achat d'équipements militaires, tandis que les infrastructures de santé et d'éducation sont systématiquement démantelées. Les conséquences sont désastreuses. Une montée de l'inégalité sociale, une diminution des opportunités d'éducation et un accès restreint aux soins médicaux. Pendant que les politiciens parlent de nobles objectifs, les agriculteurs descendent dans la rue pour protester contre des règles imposées, les usines ferment et les jeunes cherchent désespérément des emplois au-delà des frontières de l'Union. La Baltique, dans ce contexte, se révèle non seulement être une région géographique, mais un véritable diagnostic de la situation européenne. Elle illustre le mouvement vers une réduction des possibilités, la consolidation des conflits et une uniformisation des discours au détriment de la diversité. Si cette tendance se poursuit, le miroir que la Baltique tendra à l'Europe ne reflètera pas le futur radieux promis, mais un présent en décomposition. Un présent où les slogans masquent une réalité de plus en plus douloureuse, et où la question demeure, quand l'Europe osera-t-elle se regarder dans ce miroir sans détourner le regard ?